pour la mise en place des expérimentations derrière. Donc les objectifs globaux de cette action sont de recenser ces pratiques, comme je viens de le dire, puis de construire une méthodologie et les indicateurs à évaluer pour évaluer ces pratiques, de mettre en place les expérimentations et enfin de proposer un bilan multisite des expérimentations. Et c'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui, sachant qu'on a des livrables qui le détaillent plus par ailleurs. Donc pour commencer, je vous ai mis une petite carte des partenaires. Il faut savoir que les essais étaient conduits en binôme, donc à chaque fois 2 stations ont travaillé les mêmes thématiques. Donc le premier binôme, c'était l'ITAB à Morlaix, sur un site à Morlaix, en partenariat avec l'INRAE à Alenia, dans les Pyrénées-Orientales. Ensuite, le deuxième binôme, c'était la Chambre d'agriculture de Côte d'Or, située à Bretenière, et la Sérail, donc dans la région lyonnaise. Et le dernier binôme, c'était très orienté sud-est, c'était le GRAB qui est situé à Avignon, et donc nous, au CTIFL, à Bellegarde, dans le Gard. Et les essais étaient conduits à la fois sur des parcelles bio, en majorité, et parfois en parcelles en conversion. Donc là, vous avez la présentation des thématiques qui ont été identifiées comme employées sur les micro-fermes pour la production. Donc il y a l'association de culture, la densification de culture et la fertilisation. Des stratégies un peu nouvelles ou différentes, on va dire, de fertilisation. Et donc je vous ai mis les cultures sur lesquelles on les a travaillées à chaque fois. Et donc ces thématiques-là ont été évaluées sur des critères agronomiques, donc de productivité, de teneur en azote dans le sol, par exemple, au niveau économique aussi, avec beaucoup d'analyses sur le temps de travail, la marge économique, la rentabilité, et enfin sur la faisabilité technique. Et ça, c'est quelque chose que je ne développe pas aujourd'hui, mais qui est présent dans les autres livrables du projet. Voilà. Donc je commence par vous présenter les... Merci. Par vous présenter les résultats du premier binôme, donc de l'ITAB et d'INRAE, qui ont travaillé sur l'association et la densification des cultures. Alors j'ai mis ici le mot densification parce qu'en fait ils ont étudié une culture donc, de poivrons, qui était leur culture principale, et ils ont rajouté des cultures basses, des cultures en plus, et ils ont, au total, la densité de plantation est supérieure à ce qu'on trouve en poivron seul. Donc on a quand même une densification de la culture. Les essais ont été menés en 2021 et 2022 sur ces sites-là parce que le Covid a un peu chamboulé les plans en 2020 et normalement c'était 2020 et 2021. Je vous ai détaillé les modalités en haut à gauche. Donc pour vous expliquer, quand il n'y a pas de logo à côté de la modalité, c'est qu'elle était présente sur les 2 sites. Et quand il y a un logo, c'est qu'elle était travaillée uniquement sur un des sites. Donc dans les 2 cas, le témoin c'était un poivron en culture pure, une culture classique sous abri, on va dire. À l'INRAE, ensuite, il y a eu une association poivron salade, poivron persil, poivron basilic, poivron oignon, poivron haricot nain. Et à l'ITAB, le témoin était identique, et puis il y a eu des essais poivron salade, et la salade a été suivie d'un haricot sec, poivron persil, poivron haricot nain suivi d'une chicorée, et poivron blette à tondre. Donc au niveau du témoin, du poivron témoin, c'était des rangs simples plantés tous les 30 cm. Et les associations donc, étaient disposées à 30 cm du poivron de part et d'autre. C'est ce que vous voyez sur les photos. Donc il y a eu beaucoup de variables étudiées sur ces essais-là, diamètre de tige, hauteur du poivron, rendement commercialisable en poivron et en culture basse, teneur en azote nitrique, etc. Donc vous avez toute la liste et je ne les détaille pas toutes aujourd'hui, rassurez-vous. Et temps de travaux et marge économique pour les aspects plus économiques. Donc en ce qui concerne les résultats, pour commencer, je vous ai mis le rendement commercial en poivron exprimé donc en kilos par mètre carré. Donc du côté de l'ITAB, on voit, c'est les résultats uniquement de 2021, pardon, il faut que je précise. On voit que le témoin a une productivité qui est significativement supérieure à celle des associations de culture. Et on voit qu'il n'y a pas de différence entre les associations de culture ici. Et il y a quand même des écarts relativement importants, parce que le témoin est à 2,6 kg par mètre carré, et par exemple la meilleure des associations est à 1,6, 7, quelque chose comme ça. Donc il y a quand même un peu d'écart.
Et du côté de l'INRA, donc cette fois c'est le rendement commercialisable sur la moyenne des 2 années d'essai. Et il n'y a pas de différence significative sur ces essais-là. On voit quand même que le témoin a tendance à être plus productif que les autres modalités, mais par contre il n'y a pas de différence certaine, on va dire. Et les écarts sont beaucoup plus réduits, puisqu'on est à 3,8 pour le témoin et 3,05, 1 pour la plus mauvaise, entre guillemets, des associations. Donc les écarts sont quand même plus faibles. Ici, vous avez la marge économique exprimée en euros par mètre carré pour les modalités d'association. Donc on voit que à chaque fois, donc pour l'étape pour commencer, le témoin est moins intéressant au niveau de la marge économique que quasiment toutes les associations de culture, à l'exception du persil, si on s'intéresse à moi. La meilleure des associations, c'est le poivron associé au haricot nain et avec une culture de chicorée derrière, pour ce centre-là. Et à l'INRAE, donc on voit de nouveau que le témoin est plutôt bas dans la marge économique, et on voit le poivron associé au basilic à la marge économique la plus élevée. Et là, on voit aussi que le persil, l'association poivron-persil a plutôt bien fonctionné, ce qui n'était pas le cas à l'ITAB. Donc ça met en avant que selon les sites, il y a pas mal de contrastes. Pour conclure, du coup, on a vu quand même que les associations ont tendance à diminuer le rendement commercialisable de la culture, on va dire, principale, qui était ici le poivron. Ça augmente le temps de travail, donc ça je ne l'ai pas présenté pour des raisons de temps, mais je vous le dis. Donc ils ont vu une augmentation quand même du temps de travail lorsqu'on associe des cultures. Et par contre, on a vu la marge économique est quasiment toujours augmentée en association de culture. Donc il y a quand même des résultats prometteurs sur ces techniques-là, avec peut-être des travaux à continuer pour essayer, en adaptant les techniques, de réduire les écarts de rendement, par exemple sur le poivron. Voici, donc on commence la partie sur le deuxième binôme d'essai, donc la Sérail et la Chambre d'agriculture de Côte d'Or qui ont travaillé sur la densification et la fertilisation des cultures. Donc ici, les essais ont été menés en 2020 et 2021. Et donc le fonctionnement pour les modalités, c'est pareil. Donc à la Sérail, le témoin, c'était un semis sur 4 rangs de carottes sur une planche, avec donc une densité de semis classique ou doublée. Et il y a eu aussi 8 rangs sur une planche, avec une densité donc, sur le rang de semis sur le rang classique ou doublé. Et il y a eu 6 rangs, densité de semis double. Pardon. D'ailleurs, je pense qu'il y a un décalage avec les logos. C'est 6 rangs, densité de semis classique qui a été fait à la Sérail, pardon. Et donc après, à la Chambre d'agriculture de Côte d'Or, il y a eu toutes ces modalités, plus 3 rangs, densité simple et double, et 6 rangs densité double, parce qu'ils se sont rendus compte au bout d'un an d'essai que leur planche étant plus petite, en fait 4 et 8 rangs, pardon, c'était quand même trop compliqué. Donc ils ont adapté l'année suivante. Donc il y a eu à chaque fois des cultures de carottes, bottes et de conservation. Chaque année, il y a eu 2 essais. Et au niveau du témoin, donc c'était de la fertilisation avec des engrais organiques classiques à hauteur de 85 kg d'azote par hectare. Et ils ont rajouté sur certaines modalités un tiers d'azote en plus, donc ça fait 110,5 kg d'azote par hectare. Là, vous avez les variables observées, rendement, caractérisation des déchets, temps de travail et bilan économique aussi. Donc, pour ce qui est des résultats, on commence par le temps de désherbage. Donc, on commence par la Sérail, donc la modalité M1, c'est semis en 4 rangs densité simple, densité classique, M2 c'est 4 rangs densité double, M3 c'est 8 rangs densité classique, M4 c'est 8 rangs densité double, et M5 c'est 6 rangs densité classique. Donc en vert foncé, vous avez les carottes bottes, et en vert clair ou jaune, les carottes de conservation. Donc il n'y a pas eu de différence significative entre les modalités étudiées. Ce qu'on peut quand même noter, c'est que quand on double la densité de semis sur le rang, donc M2 par exemple, puis M4, on a des temps de désherbage qui ont tendance à être plus faibles que quand on a la densité de semis classique. Et en revanche, quand on double le nombre de rangs, donc M1 comparé à M3 par exemple, on augmente le temps de désherbage, et ça c'est expliqué parce qu'il faut être plus précis pour désherber, pas arracher les carottes, et donc ça prend plus de temps. Du côté de la Chambre d'agriculture de Côte d'Or,
Vous avez en rouge les modalités en 6 rangs et en bleu les modalités en 3 rangs. Donc il y a quand même des temps de désherbage qui sont élevés, et là c'est en heures, pardon, parce qu'on arrive à 15,5 heures pour les modalités carotte botte en haut à gauche. Donc, ouais, gauche, pardon. Et droite pour vous, je pense. Et c'est expliqué parce que les parcelles sur lesquelles étaient implantés les essais avaient des charges semencières en adventice assez importantes. Il y a eu quand même 2 faux semis et un désherbage thermique avant le semis, et voilà, bon, il y a eu quand même beaucoup de désherbage à faire. Et on voit là encore que quand on double le nombre de rangs, on augmente le temps de travail. Merci. Là, vous avez les résultats de rendement, enfin de carottes commercialisables, en tout cas en nombre. Donc pas de différence significative du côté des carottes bottes à la séraille, et du côté des carottes de conservation, on voit que la modalité en 8 rangs densité classique a produit plus de carottes commercialisables que la modalité en 4 rangs densité double. Voilà, donc a priori, il y a plus d'intérêt, si on regarde ça, peut-être à doubler le nombre de rangs plutôt qu'à doubler la densité sur le rang. Et parce qu'en doublant la densité, ça produit des carottes quand même plus petites et qui ont du coup un calibre qui est plus considéré comme commercialisable. Du côté de la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or, vous avez le poids moyen de carottes commercialisables en kilos par mètre linéaire. Il ne faut pas s'affoler sur les chiffres un peu faibles, peut-être. Donc vous avez là encore quand même un net avantage de productivité pour le doublement de rang. Donc tous les 6 rangs, en fait, c'est les modalités les plus à gauche pour vous. Et donc les 3 rangs à droite. Et c'est pareil pour les carottes de conservation en bas. Et il y a l'effet de la densité de semis est beaucoup moins net. Et de la surfertilisation aussi. Donc c'est difficile à tirer des conclusions là-dessus. C'est assez contrasté. Et pour finir les résultats, vous avez ici le poids total pour la séraille de carottes commercialisables produites selon les modalités de fertilisation. Mais bon, il n'y a pas de différence. Hein. Donc on voit que l'ajout d'un tiers d'azote n'a pas servi à produire plus de carottes ici. Et pour la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or, on vous a mis la dynamique de minéralisation de l'azote dans le sol. Donc en rouge, la modalité surfertilisée, et en bleu, la modalité toxique. Donc là, il y a une minéralisation qui est assez faible finalement, parce qu'il y a eu un printemps assez pluvieux et frais, donc pas forcément beaucoup de minéralisation. On voit quand même un pic pour les modalités surfertilisées à peu près 1 mois après le début de la culture, parce que c'est 1 mois après l'apport aussi, donc la minéralisation s'est faite sur cette durée-là. Et on voit, bon, sans surprise, hein, qu'on s'y attend tous, qu'il y a plus d'azote dans le sol quand on fertilise plus. Mais là où je veux en venir, c'est que peut-être il n'y a pas d'intérêt ici de surfertiliser si on voit que ça n'a pas produit plus de carottes. Voilà. Donc pour conclure et essayer de synthétiser toutes ces infos, on a vu que l'augmentation du nombre de rangs augmente le temps de désherbage, mais aussi le rendement, et que la densité de semis diminue la densité de semis sur le rang, diminue le temps de travail, et quand même augmente le rendement pour les carottes bottes, plutôt. Et donc aucun intérêt de la surfertilisation n'a été mis en évidence ici, donc l'augmentation de la densité de semis semble quand même assez intéressante comme pratique, en tout cas en carottes, et dans ces contextes pédoclimatiques-là. Et pour finir, le dernier binôme, donc c'est celui qu'on formait le GRAB et le CDIFL, donc très sud-est. Et on a travaillé sur l'association, la densification des cultures et l'apport de matière organique. On parle de densification là encore parce qu'on n'a pas adapté les densités de plantation, donc on a planté de la courge à densité classique et on a rajouté du maïs doux. Donc au final, la densité est plus élevée. Donc les années d'essai, c'est 2020 et 2021 là encore. Le témoin, c'était une culture de courge butternut seule, et on a ajouté donc du maïs doux à côté. Semé. Au CTFL, on a travaillé sur donc un témoin qui était l'apport d'engrais organique classique, on va dire, et on a comparé ça à l'apport de compost de déchets verts à 20 et 60 tonnes hectares et l'apport de fumier de mouton à 15 et 30 tonnes hectares.
Et au Grabe, ils ont travaillé sur donc, un témoin qui était un sol nu et un apport de compost à peu près de 6 cm d'épaisseur de mulch, et ce qui a correspondu, d'après les calculs, à 210 tonnes hectares de compost. Au niveau des variables, on a étudié le rendement, suivi des adventices, suivi de la teneur en azote nitrique du sol, et on a fait un bilan économique de tout ça aussi. Au niveau de la teneur en azote nitrique du sol, ce qu'on a vu au CTIFL, c'est la courbe en vert bleu, là, la plus haute en fait. C'est que c'est le témoin, donc les engrais classiques, qui minéralisent le plus. Mais ce qui est le plus intéressant à notre sens, c'est les courbes, les autres couleurs en fait. On voit que quand on apporte une quantité plus faible de matière organique ici, on a eu finalement une minéralisation plus élevée. La courbe, par exemple, pour prendre le fumier de mouton, la courbe à 15 tonnes hectares, c'est la orange, et la courbe à 30 tonnes hectares, c'est la bleue. Donc quand on a apporté moins de fumier, il y a eu plus de minéralisation, et c'était idem aussi pour le compost de déchets verts, et déjà le cas pour le compost en 2020. Parce que ça, c'est les résultats 2021. Et bon, notre hypothèse, c'est que peut-être les matières n'étaient pas assez stabilisées, et qu'il y a eu une fin d'azote qui s'est créée lors de nos apports. Ou une espèce de saturation des micro-organismes, mais on penche quand même plutôt sur la fin d'azote déclenchée par les apports. Et du côté donc, du Grabe, donc il y a une forte variabilité des résultats, parce qu'on a des écarts types assez conséquents. Les déchets totaux. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des fortes attaques de pyrale, de sangliers et de charbon, donc en fait on s'en sortait pas, donc quasiment pas de rendement commercialisable. Mais ce qu'on a vu quand même, c'est qu'il n'y a pas de différence significative sur les déchets ou sur le rendement brut. Donc la fertilisation n'a eu aucun impact sur le rendement brut en maïs doux. Du côté de la séraille, du Grabe, il y a eu quand même un intérêt du compost de déchets verts. Il y a eu un rendement plus élevé, et ça s'explique notamment par une meilleure germination du maïs, et donc un nombre de plants plus élevé, donc plus de récoltes. Voilà. Donc comme ce qu'on avait vu pour le poivron, l'association de culture diminue quand même le rendement en culture principale, on va dire. Et par contre, ce qui a été vu au Grabe, c'est que la dose massive de compost apportée en surface a permis d'augmenter les rendements par rapport au sol nu et de maîtriser l'enherbement. Je ne l'ai pas présenté, mais c'est quelque chose qui a été constaté. Les résultats sont à consolider et à travailler peut-être aussi dans d'autres contextes pédoclimatiques. J'ai essayé de vous faire un petit récap de tout ce qu'on a vu. Donc au niveau densification des cultures, plus spécifiquement pour la carotte, on a vu que la densité de semis diminue l'augmentation de la densité de semis, diminue le temps de désherbage et augmente le rendement, que l'augmentation du nombre de rangs a plutôt tendance à augmenter le temps de désherbage, mais aussi dans certains cas à augmenter le rendement, donc à balancer. Et les associations de cultures ont tendance toujours à diminuer les rendements, mais par contre à augmenter la marge économique. Donc il y a peut-être un intérêt malgré tout. Et en fertilisation, les résultats étaient beaucoup trop contrastés pour en tirer quoi que ce soit de généralisable.